La TTR, c'est un autre nom finalement d'une protéine qu'on connaît tous, qui s'appelle la préalbumine, qui est présente vraiment chez tous les patients, et qui, sous l'effet d'une part de mutation, et d'autre part du vieillissement, va vraiment être instable. Et donc cette instabilité va amener à la dissociation de ce tétramère en monomère, qu'on dit promyloïdogène. En fonction du mécanisme en cause de cette dissociation, on sait que ça va donner des structures de fibrilles qui vont être différentes. Et en fonction de la structure de ces fibrilles, on sait que ça va cibler des organes aussi différents. Par exemple, sur l'amylose qu'on dit héréditaire neurologique, ça va être des fibrilles de type B qui vont entraîner une neuropathie. Alors que sur l'amylose cardiaque à transthyrétine sénile, ça va être plutôt des fibrilles de type A, qui sont de loin les plus fréquentes, et qui vont entraîner des manifestations ostéotendineuses d'un côté, et des manifestations cardiaques de l'autre. Pour le canal carpien, comme pour la plupart des manifestations ostéotendineuses, on sait que le mécanisme, finalement, ça va être l'accumulation pathologique de ces fibrilles, qui va entraîner donc une compression des racines nerveuses, en l'occurrence pour le canal carpien, c'est le nerf médian. Et pour la plupart des manifestations ostéotendineuses, comme le canal lombaire étroit, ça va être au niveau de la moelle épinière, par exemple, que ça va être symptomatique, ou au niveau des racines nerveuses. Alors il va se passer exactement la même chose dans le cœur, c'est-à-dire qu'il va y avoir une accumulation pathologique de ces dépôts dans le cœur, qui vont occasionner d'une part un défaut structurel, donc la fameuse cardiopathie hypertrophique, et d'autre part une cytotoxicité sur les cardiomyocytes qui va pouvoir entraîner des troubles de conduction, des troubles du rythme, les autres manifestations de la maladie. Et donc ce qui est intéressant, c'est que le dépôt se fait, on pense en tout cas, les dépôts se font en même temps dans le canal carpien et dans le cœur, mais le canal carpien va être symptomatique des années avant. Et quand je dis des années, c'est que un certain nombre d'études qui montrent que 5 à 10 ans avant le diagnostic de la forme cardiaque, on va faire le syndrome du canal carpien. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que si on recherche de façon systématique des signes d'amylose cardiaque au moment de la chirurgie de canal carpien, il y aura jusqu'à 20% des patients qui ont de l'amylose dans le canal carpien, chez qui on va retrouver des signes précoces d'atteinte cardiaque, mais non symptomatiques. Les signes évocateurs d'amylose devant un syndrome du canal carpien, on va d'abord se focaliser sur le syndrome du canal carpien en lui-même, puisqu'il y a des caractéristiques qui sont associées à l'amylose. Donc tout d'abord, l'absence de cause professionnelle responsable d'un syndrome du canal carpien doit mettre la puce à l'oreille. On sait aujourd'hui que la cause principale de syndrome du canal carpien, c'est une origine professionnelle. En l'absence de ce facteur de risque professionnel, il va falloir y penser. Secondairement, ça va être la bilatéralité du syndrome du canal carpien, qui est vraiment extrêmement associé à l'amylose systémique. Les formes également récidivantes, qui sont très rares chez les patients qui n'ont pas d'amylose, à peu près 1% de ces patients. Et enfin, le fait que ça touche les hommes, puisque le canal carpien est à nette prédominance féminine. Donc, typiquement, un homme, plutôt âgé, qui va avoir un canal carpien bilatéral récidivant, sans profession à risque, il va falloir penser au processus amyloïde sous-jacent. Donc ça, c'était vraiment sur le canal carpien lui-même. Il y a d'autres signes ostéotendineux, comme le doigt à ressaut, par exemple. On sait que c'est des patients qui vont faire 2, 3, 4 doigts à ressaut, qui vont être aussi volontiers récidivants. La rupture de coiffe des rotateurs, avec en particulier la rupture du chef-long du biceps brachial, qui va donner le fameux signe de Popeye, le canal lombaire étroit. Et enfin, donc, il y a les signes cardiologiques et ou neurologiques. Donc sur le plan cardiologique, c'est très aspécifique, et c'est ce qui peut entraîner parfois un retard diagnostique important. Donc ça va être de l'insuffisance cardiaque, ça va être des troubles de conduction, des troubles du rythme, une sténose aortique, et enfin, donc sur le plan neurologique, ça va être des signes de polyneuropathie, donc symétrique, longueur dépendante. Pour les profils évocateurs de patients, il existe des profils qui sont associés à certains types d'amylose, on le sait. Pour autant, la présence de drapeaux rouges que j'ai cités doit faire évoquer la maladie et donc entamer un certain nombre d'explorations. Pour ces profils patients, donc par exemple les hommes jeunes ou moins jeunes, d'origine afro-caribéenne, avec des antécédents familiaux cardiovasculaires ou de mort subite, qui vont présenter des signes d'insuffisance cardiaque, d'aggravation progressive. Donc ça doit faire penser à l'amylose cardiaque héréditaire, donc avec une mutation précise qui est la valine 122 isoleucine,
qui serait présente chez 4% des patients afro-caribéens. Donc ça, c'est vraiment le premier profil, plutôt cardiologique. Le deuxième profil, plutôt neurologique, donc ça va être, encore une fois, un patient jeune, d'ascendance portugaise, qui va présenter des signes progressifs de polyneuropathie, donc symétrique, longueur dépendante, qui doit faire évoquer systématiquement la neuropathie amyloïde familiale, dite neuropathie portugaise, qui est très associée donc à la mutation valine 30 méthionine. Et enfin, un peu plus classique, et surtout beaucoup plus fréquent, ça va être le patient âgé, voire très âgé, qui va présenter donc des signes ostéotendineux, mais souvent beaucoup de signes ostéotendineux, comme par exemple le canal carpien bilatéral, le doigt ressaut, qu'on appelle aussi trigger finger, du coup, la rupture de coiffe des rotateurs, parfois bilatérale, les prothèses de hanche, les prothèses de genoux, le canal lombaire étroit. Donc tout cela associé à des signes cardiologiques non spécifiques, comme je le disais, sténose aortique, insuffisance cardiaque, trouble du rythme ou de conduction. Et donc ça, on sait que c'est plutôt les patients amylose cardiaque à transthyrétine, dite sénile ou sauvage. Pour autant, ces profils, donc on sait que c'est associé plus au groupe que je viens de citer, mais on ne peut pas exclure une forme héréditaire chez un patient âgé qui va présenter tous les symptômes que je viens de citer. Donc c'est systématiquement chez ces patients des analyses génétiques.